Bonjour. Aujourd'hui, je vais entamer la cinquième session du chapitre 3. Donc, la cinquième session concernant la partie 3 du chapitre 3, donc réservée aux retentions impulsionnelles. Donc, cette session est réservée précisément à l'analyse des circuits à un étage, qui sont utilisés, bien sûr, pour la génération des retentions impulsionnelles. Donc, les objectifs de cette session-là, c'est en premier lieu, l'étudiant va apprendre l'analyse et quels sont les circuits générateurs de choc pour un étage. On va parler aussi de l'efficacité de ces circuits. Et enfin, le troisième point essentiel et qui est vraiment très très important, c'est le dimensionnement des éléments du circuit pour les formes d'ondes souhaitées de la tension de sortie. Donc, en premier lieu, donc, on va parler des générateurs de haute tension, leur destination, pourquoi ces générateurs-là. Donc, ces générateurs-là travaillent généralement en moyenne fréquence, donc à partir de 1 kHz jusqu'à 1 MHz. Et bien sûr, ils travaillent aussi en régime de choc. Ils sont destinés en premier lieu donc, à effectuer des essais. Donc, premièrement, à effectuer des essais sur les isolants, bien sûr sur les appareils et sur les systèmes en simulant des surtensions transitoires qui peuvent apparaître dans les réseaux électriques. Donc, le premier objectif de ces générateurs, l'utilisation primordiale de ces générateurs, c'est justement d'effectuer des essais. Ces essais-là peuvent être sur des isolants ou des diélectriques, ou encore ils peuvent être sur des appareils et des systèmes. Donc ces générateurs, ils vont simuler, si vous voulez, les surtensions transitoires qui peuvent généralement apparaître dans les réseaux électriques. Ils sont aussi destinés à alimenter des appareils haute tension, donc on peut les utiliser comme des éléments ou bien comme des alimentations d'appareils haute tension. Par exemple, on peut citer à titre d'exemple le générateur d'ozone ou encore des appareils de soudure par impulsion. On peut aussi les utiliser pour les lasers. Donc là, ce sont quelques applications de ces générateurs-là utilisés dans l'industrie. Alors, donc, avant d'entamer donc l'analyse des circuits à un étage, donc il serait donc important et essentiel de rappeler un petit peu ce que c'est un choc. Donc, par définition, un choc, c'est une tension ou bien un courant transitoire apériodique appliqué intentionnellement qui habituellement croît rapidement. Il croît rapidement jusqu'à une valeur de crête, puis il décroît, mais d'une manière plus lente, jusqu'à 0. Donc, un choc, ce n'est autre qu'une tension, voire un courant, et qui est bien sûr transitoire, apériodique, donc il n'est pas périodique, donc il est monodirectionnel, si vous voulez, et qui est appliqué intentionnellement, donc volontairement, et il croît rapidement vers une valeur de crête, et puis il décroît un peu plus lentement jusqu'à 0. Donc un tel choc est en général bien représenté généralement par les deux exponentielles. Bien sûr, il y a aussi, faut-il le signaler, il y a des besoins spéciaux, des chocs ayant des fronts approximativement peut-être linéaires ou des chocs de forme oscillante et approximativement rectangulaires peuvent être utilisés. Donc nous avons aussi d'autres types de chocs tels que les chocs dont les fronts sont linéaires, tels que les chocs oscillants, ou encore ceux qui sont plus ou moins rectangulaires, qui peuvent être utilisés dans ce genre de test. Alors, les générateurs de choc, donc, ils permettent d'obtenir des hautes tensions de formes diverses. Donc, ils sont caractérisés premièrement, donc nous avons
la première caractéristique, c'est l'amplitude, la valeur crête allant du kilovolt jusqu'à 10 mégavolts. Donc ça, c'est la première caractéristique de ces si vous voulez, de ces générateurs-là. Donc les formes sont diverses. Donc ils peuvent être bi-exponentiels, on avait dit oscillantes, et aussi rectangulaires. Donc là, c'est un choc oscillatoire, là, sous forme de créneau, bien encore de rectangle. Et là, le choc normal. Donc la première caractéristique, c'est leur amplitude, là. C'est leur amplitude. La deuxième caractéristique, c'est le temps de montée. Donc le temps de montée, Tm. Donc ce temps-là, le temps de montée. Et ces générateurs-là peuvent avoir des temps de montée qui peuvent y aller de la nanoseconde à la milliseconde. Et peuvent aussi, la troisième caractéristique de ces générateurs, c'est le temps à la demi-valeur de le temps de descente ou temps jusqu'à la coupure sur éclateur, bien sûr. Et ce temps-là, c'est entre 100 nanosecondes jusqu'à 1 seconde. Donc, généralement, on peut aller jusqu'à 1 seconde pour le temps de coupure. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même une descente qui est un petit peu plus lente que la montée. Donc, ces générateurs-là, généralement, ils peuvent être utilisés, ils peuvent délivrer ou bien des chocs uniques, donc un seul choc. Ils peuvent délivrer un seul choc et c'est terminé. Ils peuvent aussi délivrer des chocs, ce qu'on appelle les chocs répétitifs. Mais c'est des chocs répétitifs à des intervalles d'un ordre de 10 millisecondes. Donc nous avons entre un choc et l'autre, entre un choc et le suivant, donc il faut attendre à peu près une dizaine de millisecondes pour, et des fois jusqu'à quelques minutes. Tout dépend bien sûr de la grandeur de ce générateur. Alors, maintenant, parlons d'une manière un petit peu technique. Quels sont les quels sont les circuits qu'on peut utiliser pour le générateur de choc pour un étage? Donc, on va essayer dans cette partie-là de parler, de présenter, si vous voulez, les chocs à un seul étage, et on va essayer d'analyser ces circuits-là. Donc, nous avons en général deux circuits de base. Donc, le circuit A et le circuit B. Donc le condensateur C1, ce condensateur C1, il est chargé, ce condensateur C1, il est chargé lentement à partir d'une source continue. Donc on va l'alimenter de ce côté-là par V0. Donc on l'alimente d'une manière lente pour justement pour le charger complètement. Puis on va le décharger sur ce circuit, ou encore sur ce circuit, selon le circuit utilisé. Bien sûr, sur le circuit formé d'une résistance R1, R2 et d'une capacité C2. Bon, l'éclateur G, ici et ici, il joue le rôle d'un interrupteur limiteur de tension. Et cet interrupteur, cet éclateur, il est très sensible à la tension. Donc ce sont là les deux circuits qu'on peut utiliser pour la conception, la réalisation d'un tel générateur. Donc la différence entre les deux, c'est que ici vous avez une résistance R1 qui est avant le circuit RC en parallèle. Ici non, la résistance R2 elle est en parallèle avec la résistance R1 et C2. Donc là, ce sont là les deux schémas existants actuellement. Alors, une limite économique de tension de la charge V0, donc généralement, économiquement parlant, donc la tension V0 à laquelle on charge le condensateur C1, elle est d'environ de 200 à 250 kV. Donc on ne peut pas y aller au-delà. Donc un diamètre trop grand des sphères identiques serait autrement nécessaire pour obtenir un champ faiblement non uniforme. Donc généralement,
Donc on est limité un petit peu avec la tension de charge de condensateur, parce que dans l'éclateur, on aura besoin, donc, sinon, si vous dépassez cette tension, donc vous aurez besoin de sphères de diamètre plus important afin d'assurer un champ non uniforme, comme il a été déjà étudié dans le chapitre 2, je crois. Donc dans le chapitre 2, là où on parlait des champs uniformes, non uniformes, et comment faire varier les champs, comment faire des champs non uniformes et comment réaliser d'autres champs qui sont uniformes. Et bien sûr, là, on en a parlé des problèmes des sphères et de leur diamètre. Alors, les résistances R1 et R2 et la capacité C2, donc le circuit, ce circuit-là, donc ce circuit-là, je répète, ce circuit-là, ou encore ce circuit-là, donc le circuit formé par ces paramètres-là, donc R1, R2 et C2, ils forment ce qu'on appelle le réseau de mise en forme d'onde. Donc ils permettent de mettre en forme l'onde obtenue. Donc on obtient une forme d'onde en utilisant ce réseau-là. Alors R1, pour la résistance R1, elle contrôle principalement le temps de front d'onde T1. Donc la résistance R1 est responsable du temps de front T1. Par contre, la résistance R2, sur laquelle le condensateur se décharge, elle contrôle essentiellement le temps de queue d'onde T2. Donc le temps T2 de queue est contrôlé par R2. Donc R2, elle est responsable de T2. Alors que R1, elle est responsable de T1. Maintenant, pour la capacité C2, elle représente la charge. C'est-à-dire, on a l'objet à tester, ainsi que tous les autres éléments capacitifs qui sont en parallèle à l'objet à tester. Par exemple, les appareils de mesure, des charges supplémentaires, c'est-à-dire des condensateurs pour éviter de grandes variations de T1 sur T2, si les objets à tester sont modifiés. Donc, bien sûr, la capacité C2, c'est la capacité de l'objet en test plus tout ce qui est connecté en parallèle. Par exemple, on prendra les appareils de mesure. Donc, ces trois paramètres, R2, C2, donc, c'est eux qui sont responsables de la forme d'onde obtenue. Alors, dans ces circuits, on a supposé qu'il n'y a pas d'inductance. Donc les inductances, toutes les inductances parasites sont négligées dans cette première analyse fondamentale. Donc cette approximation-là, elle est en général autorisée, puisque les inductances de tous les éléments est maintenue la plus faible possible. Donc ces inductances-là sont très très faibles, et par conséquent on peut les négliger, et dans ce cas, on peut les négliger dans l'analyse qui va suivre. Alors, mais avant de commencer l'analyse, donc on parlera d'un des paramètres les plus importants de ces générateurs-là, c'est l'énergie maximale stockée dans le générateur de choc. Donc cette énergie-là, elle est donnée par cette expression-là. Donc W, c'est 1 demi de C1 V0 max au carré. Donc C1, elle devrait être toujours choisie beaucoup plus grande que C2. Donc généralement, on va voir pourquoi. Donc C1, elle est toujours vraiment très très grande par rapport à C2, d'où le coût du générateur qui devient un petit peu important. Donc pour l'analyse, si T est inférieur ou égal à 0, donc C1 est chargé à V0, donc on va charger la capacité C1 à une tension V0, et pour T supérieur à 0, ce condensateur est directement connecté au réseau de mise en forme d'onde. Donc en un temps inférieur à 0, qu'on va se supposer inférieur à 0, dans ce cas, on ne fait que charger cette capacité, donc porter la tension de cette capacité à V0. Par contre, pour T qui devient supérieur, on va décharger cette capacité sur ce réseau-là qu'on avait dit formé de R1, R2 et C2, justement pour la forme d'onde. Alors,
commençons par l'analyse du circuit A. Donc le circuit A, c'est le circuit là, c'est le circuit A. Donc vous avez une capacité C1 qui est chargée à V0, puis déchargée sur ce circuit-là. Donc vous avez ici R1, R2 et C2. Et la tension obtenue, c'est V2T. Alors, pour le circuit 3,5A, donc en utilisant la transformée de Laplace, donc l'impédance du circuit ZS, c'est R1 plus 1 sur C1S plus R2 sur R2C2S plus 1. Donc c'est R1 plus 1 sur C1S plus R2 en parallèle avec C2. Ça c'est... Et en faisant quelques gymnastiques mathématiques, donc on obtient cette expression-là. Et à partir de là, on peut déterminer le courant IS. I de S, c'est V0 divisé par RS par Z de S. Et dans ce cas, ça nous donne cette expression-là. Donc V0 sur S par toute cette expression-là, qui est ce n'est autre que cette expression-là. Donc c'est Z. ZS. Pardon. Z dans le domaine de la place. Alors, et ce qu'on sait, nous, c'est que VS, V2S, c'est S par cette expression-là, d'où le VS, en faisant tous les calculs nécessaires, on obtient cette forme-là. Donc, si on fait les racines de l'expression dans le dénominateur somme, donc c'est si on prend ce dénominateur-là, donc on peut déterminer les racines. Donc vous avez équation du deuxième degré en S carré, donc S carré plus BS plus C, donc on aura ces racines-là. Donc c'est N demi par, bien sûr en faisant le delta S1 et S2, donc vous aurez plus ou moins, donc il y a le plus ou moins là qui vous donne à peu près les deux racines du dénominateur. Et là, si on pose alpha égale à cette expression-là, donc on prendra alpha comme expression, cette expression-là, et on pose que bêta, ce sera cette expression-là. Donc, les racines ils deviennent moins alpha plus bêta, et moins alpha moins bêta. Et à partir de là, on peut écrire V de S sous cette forme-là, 1 divisé par S plus alpha moins bêta et multiplié par S plus alpha plus bêta, le tout par V0 sur R1 C2. Et bien sûr, en séparant les variables, donc en faisant la technique utilisée par Laplace, donc on peut écrire sous cette forme-là. Donc c'est A sur S plus alpha moins bêta plus B sur S plus alpha plus bêta. J'aurai cela. Bien sûr, là, en comparant les coefficients, donc A plus B égale à 0, donc A est égal à moins B, on aura le A est égal à 1 sur 2 bêta et le B il sera égal à moins 1 sur 2 fois bêta. Donc en remplaçant ces valeurs-là de A et B, nous aurons donc à peu près cette expression-là. Et à partir de là, en prenant la transformée de la place inverse, on aura cette expression-là en fonction du temps. Et cette expression, c'est V de T. C'est V de T est égal, donc si je prends cette valeur-là, que je vais poser, c'est Vn, donc je peux écrire l'expression sur cette forme-là qui est un petit peu plus compacte. Avec Vn, elle est donnée par cette expression-là. Alpha et bêta, on les a déjà donnés auparavant. Et vous voyez là qu'il y a une différence de 2 exponentielles. Donc, en
on va prendre aussi, on va supposer que T1 c'est le temps de Franck, T2 c'est le temps de demi-queue, alpha et bêta doivent avoir des valeurs uniques, quel que soit le circuit particulier utilisé. Donc alpha et bêta sont uniques. Donc là c'est une représentation de V de T. Donc ici, là, vous avez la première exponentielle qui est là, qui fait cela, qui est là. Là c'est la valeur maximale avec d'où elle démarre. Ici, c'est la valeur négative de l'exponentielle. Et là, elle fait cela, jusqu'à 0. Donc, en faisant la différence entre les deux, donc la première partie, ça vous donne la montée. Et la deuxième partie, ça vous donne la descente. Et là c'est la tension V de T, la tension de choc demandée. Alors, bien sûr, à T est égal à T1, donc ma tension est maximale, donc la dérivée là, elle est nulle, et c'est ce qu'on avait écrit ici. Donc, si elle est maximale, si V de T est max, dans ce cas, sa dérivée est nulle. Et à partir de là, en dérivant l'expression de V de T, on obtient cette expression. Et à partir de là, on peut facilement tirer la valeur de T1. Donc T1, ce sera 1 sur 2 bêta, donc népérien de alpha plus bêta est divisé par alpha moins bêta. Il faudrait calculer alpha et bêta, et à partir de alpha et bêta, vous pouvez déterminer T1. De même qu'on peut faire, donc, et là on peut déterminer directement la valeur maximale, donc Vmax est égal Vn, en remplaçant le T par T1, nous aurons la valeur maximale. Donc Vmax, ce n'est autre que la formule 17, que la formule 3,5,17 en remplaçant T par T1. On va trouver la valeur maximale. Pour obtenir donc la valeur de T2, c'est de même, on va prendre l'expression 17, donc on va prendre ici l'expression 17 et mettre T égale à T2. Donc, sauf que la tension ici, elle sera prise égale à la moitié de ce qu'elle était à T est égal à T1. Donc, c'est la moitié de la tension, c'est la moitié de Vmax. Donc, dans la même équation, donc on obtient cette expression-là. Donc, on va, bien sûr, Vn exponentielle moins T2 moins exponentielle T2. Pardon, ici, et ça vous donne à peu près cette expression-là. Donc je pense qu'il y a une petite erreur là. Donc on va remplacer ici, c'est tout. Et si l'on prend comme T2 égale à une expression K fois T1, donc je peux remplacer Vn exponentiellement alpha moins T2, je vais le remplacer par KT1 et KT1 aussi ici, c'est égal à Vn sur 2 exponentielle, et cette expression-là, c'était cette expression. Donc, j'ai ici, c'est simplement, j'ai anticipé, donc je vais dire que cette partie-là n'existe pas, donc c'est faux. Donc, on va pas. Comment j'ai trouvé cela? Donc, c'est simplement en remplaçant T2 par KT1, j'aurai donc Vn sur 2 et Vn sur 2, cette expression-là. Et à partir de là, donc à partir des équations 20 et 23, donc il est possible d'obtenir les valeurs de alpha et bêta, donc on les a déjà calculées, donc et pour une forme d'onde requise, c'est-à-dire des valeurs de T1 et K. Donc je peux déterminer, donc il est possible donc d'obtenir les valeurs de T de alpha et bêta à partir de 20 et 23, et pour une forme d'onde requise, c'est-à-dire des valeurs de T1 et de K. Une fois que j'ai T1 et j'ai la valeur de K, donc j'aurai la valeur de T2. Donc les calculs ils peuvent être simplifiés, généralement parce que si on prend l'expression 23, cette expression 23, donc cette expression 23, elle est
elle est généralement beaucoup plus petite que le premier terme et peut donc être négligée. Donc le deuxième terme sur le côté gauche, d'accord? Donc le deuxième gauche est beaucoup plus inférieur par rapport au premier terme. Et dans ce cas, donc nous aurons donc exponentielle cela est égal à 1 demi de cela. Et ici, donc en multipliant donc le 2, il devient ici, donc 2 fois cette expression-là, c'est égal à cela. C'est l'expression 24. Et à partir de là, donc en multipliant les deux côtés par exponentielle alpha moins bêta t1, on obtient cette expression-là. Donc vous pouvez la vérifier si vous voulez. Et à partir de là, on obtiendra que alpha moins bêta, donc si 2 fois bêta par T1 est supérieur à 4, l'équation 3, 5, 25, donc l'équation 25 peut être réduite à cela. Et alpha moins bêta est égal à 0,7 sur T1, pardon, ça c'est T1, c'est l'expression qu'on avait calculée, ça c'est T1, facteur de K-. Donc avec cette hypothèse, les résultats s'avèrent donc, donc avec ces hypothèses-là, donc on va faire une erreur d'à peu près 2%. Donc une erreur de 2% peut être enregistrée si on prend en considération ces hypothèses-là. Donc en utilisant les équations 23 et 26, donc 23 et 26, donc ça c'est 26, et l'équation 23, donc l'équation 23, en prenant ces deux équations, les valeurs approximatives, donc les valeurs approximatives de alpha et bêta peuvent être évaluées. Donc on peut évaluer le alpha et le bêta en utilisant bien sûr l'expression 26 et l'expression 23. On peut facilement avoir les valeurs approximatives de alpha et bêta. Alors, ici, ce tableau-là, et il résume à peu près les valeurs de alpha et bêta pour plusieurs formes d'ondes. Bien sûr, en utilisant l'équation 3, 23 et 25 ou 26 si vous voulez. Donc, les valeurs pour des formes d'ondes bien définies. Par exemple, si on prend la forme d'onde 0,55, ce qui veut dire vous avez une impulsion de cette avec, si vous voulez, T1 c'est 0,5. Et T2 c'est 5, bien sûr, microsecondes, bien sûr. 0,55, donc le alpha pour cette forme d'onde est égal à 4,08, le bêta c'est 3,92. Mais pour une autre forme d'onde, par exemple la forme d'onde 1,50, vous aurez 3,44 pour le alpha et 3,29 pour le bêta. Donc là, ce tableau-là, il résume à peu près les calculs qui ont été faits en utilisant les équations 23 et 26, ou bien 23 et 25, si vous voulez. Donc ici se termine l'analyse du circuit des circuits A. Nous avons démontré que ce circuit donne effectivement la forme d'onde B exponentielle. Et il donne aussi, et nous avons déterminé les différents paramètres T1, T2 et V0, plus donc pour déterminer T1 et T2, il faudrait déterminer le alpha et le bêta. Donc passons maintenant au circuit B. Le circuit B qui va donc après que l'éclateur est fermé, donc l'éclateur G est fermé, donc on aura le circuit suivant. Donc, nous aurons ce circuit-là. Donc, ce circuit-là. Alors, on peut, de la même manière, on suivra la même procédure que précédemment. Donc, l'impédance Z, elle est donnée par cette formule-là. Donc, en faisant des gymnastiques mathématiques, donc, vous aurez donc cette expression-là pour ZS, là c'est ZS. Et on détermine le IS donc, de la même manière. Donc, on va suivre la même procédure.
Et ici aussi, vous avez la suite. Donc, ça vous donne la tension Vs qui est égale à IS par cette expression-là. Par cette expression-là. Et ça vous donne cette expression. Une fois qu'on remplace les différentes valeurs de R2, de C1, ainsi de suite, de IS, on va avoir cette expression-là. Puisqu'IS, on l'a, donc en remplaçant IS par sa valeur, donc par sa valeur équivalente, donc on aura cette expression-là. Bien sûr, là, en divisant par le numérateur et le dénominateur par ce produit-là, donc R1, R2, C1, C2, donc on aura cette expression-là, Vs est égal à cela, et est égal à V0 sur R1, C2 par toute cette expression. Alors, si on prend ce terme-là, on le pose égal à n demi de alpha, est égal à alpha, la moitié de cette valeur-là, on va la prendre égale à alpha. Donc, cette expression-là, c'est, si vous voulez, c'est 2 alpha. Donc, alpha est égal à cette expression-là, ça vous donne le alpha égal à cette expression-là. Le bêta aussi, il devient cette expression-là. Et l'équation 530, donc, elle se résume à cela. Donc, vous avez un produit, et ici, vous avez 1 sur S facteur de plus alpha moins bêta, et S plus alpha plus bêta. Et cette expression-là, si on revient au domaine temporel, donc on aura cette expression-là, et que ce n'est autre que cette forme d'onde-là. Donc là, le circuit B aussi, et on vient de le vérifier qu'il donne à sa sortie une tension B exponentielle qui possède cette forme-là. Alors, maintenant, du point de vue efficacité, donc on remarque que le circuit B est plus efficace que le circuit A. C'est parce que la résistance R1 et R2 ne forment pas un diviseur de tension pour le circuit en B. Donc ici, si vous prenez les deux circuits, si je reviens à peu près aux deux circuits, je vais revenir là, à la première. Là, vous aurez le circuit A. Bon, ici, le circuit A, on a un diviseur de tension ici, R1 formé par R1, R2, alors que là, il n'existe pas. Et cette constatation a fait que le circuit en B est un petit peu, si vous voulez, un petit peu plus efficace que le circuit A. Et dans ce qui va suivre, donc c'est ce qui a trouvé une application plus large. Donc c'est pour cela que le circuit B est devenu très utilisé par rapport au circuit A. On ne dit pas que le circuit A ne donne pas mais des points de vue efficacité, des points de vue efficacité, on remarque que le circuit B est plus efficace. Donc ici se termine cette première partie de la session 3-5. Donc vu que cette partie elle est un petit peu longue, donc je l'ai divisée en deux parties. Donc ici je termine avec la première partie. Je vais entamer la deuxième partie dans une présentation ultérieure. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine présentation. Merci.